la une de l'actualité, en Ouganda, le parti au pouvoir a approuvé ce mercredi la candidature du président Museveni à un 6e mandat. En République démocratique du Congo, il ne reste plus que quelques jours au nouveau chef de l'État Félix Tshisekedi pour déclarer son patrimoine familial. Et puis au Mali, le préfet de la localité de Tenankou, enlevé en mai 2018 par des djihadistes présumés, a été libéré. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. En Ouganda, le parti au pouvoir soutient la candidature du président Yoweri Museveni, et ce, pour un 6e mandat en 2021. Les précisions. Le parti au pouvoir en Ouganda a annoncé mercredi avoir approuvé la candidature du président Yoweri Museveni pour la présidentielle de 2021, lors de laquelle il briguera un 6e mandat. C'est au terme d'une retraite de 5 jours présidée par le président Yoweri Museveni lui-même dans un hôtel luxueux du parc national de Murchison Falls, dans le nord-ouest du pays, que cette résolution a été adoptée à l'unanimité par le comité exécutif central du parti. Dans cette résolution, le mouvement de la résistance nationale a appelé le chef de l'État ougandais, au pouvoir depuis 33 ans, à continuer à diriger le mouvement et l'État en 2021 et au-delà, pour éliminer les freins à la transformation de ce pays d'Afrique de l'Est. L'annonce du parti fait suite à une réforme constitutionnelle controversée, accompagnée de manifestations de l'opposition et de scènes de pugilat au Parlement, qui a supprimé fin 2017 la limite d'âge de 75 ans pour pouvoir être élu président. L'opposition accuse Yoweri Museveni, ancien guerrier qui a pris le pouvoir en 1986, de vouloir rester président à vie. En juillet 2018, la Cour constitutionnelle avait validé l'amendement et la majorité des observateurs en Ouganda s'attendent à ce que la Cour suprême, saisie par une opposante et un militant des droits de l'homme notamment, fasse de même. À noter que Yoweri Museveni est le seul président que la plupart des Ougandais connaissent, dans un pays où un habitant sur 2 a moins de 16 ans. Le ton est encore monté d'un cran ce mardi au Nigeria. Le pays vit une crise électorale depuis le report in extremis de la présidentielle. L'opposition accuse le président Muhammadu Buhari de rappeler les heures sombres des dictatures militaires. Le principal candidat de l'opposition nigériane a donné de la voix mardi lors d'une réunion d'urgence de son parti, Parti populaire démocratique. Atiku Abubakar a réagi aux déclarations du chef de l'État qui avait exhorté lundi l'armée à être sans pitié envers les éventuels fraudeurs. Pour son principal challenger, le président sortant n'est pas un démocrate. Il ne croit pas en la démocratie. Lundi, en effet, le Congrès des progressistes au pouvoir a tenu une réunion au cours de laquelle Buhari, en lice pour un second mandat, s'est exprimé sans retenue, disant que si quelqu'un vole une urne électorale ou utilise des criminels pour perturber le scrutin, ça sera probablement le dernier acte criminel qu'il commettra. Cette phrase est perçue comme un appel à la haine et aux crimes extrajudiciaires dont l'armée nigériane est souvent accusée. Pour le directeur de campagne du PDP, le parti au pouvoir prépare des fraudes massives, notamment à travers l'inscription d'1 million d'électeurs fantômes sur les listes électorales ou en ayant infiltré le système informatique de la commission électorale indépendante. Le report des élections présidentielles, législatives et sénatoriales du 16 au 23 février a marqué un très clair changement de ton entre les deux principaux partis qui avaient d'abord appelé leurs supporters au calme avant de s'engager dimanche dans une escalade d'accusations et de propos virulents. Allons à présent au Sénégal où la campagne électorale avait enregistré à ses débuts des affrontements entre militants et forces de l'ordre. Mais la situation est au calme depuis que le ministère de l'Intérieur a pris ses responsabilités. L'équipe de campagne d'Issa Sall se dit plus rassurée et déterminée à remporter la présidentielle du 24 février prochain.
C'est l'effervescence au niveau de chacun et particulièrement chez nous au Parti de l'Unité et du Rassemblement. Donc notre candidat est en ce moment au centre du pays. Justement, quel est le niveau de sécurité en ce moment? Parce que nous savons qu'au début de la campagne, il y a eu quelques malheureux affrontements. Où est-ce que vous en êtes actuellement au niveau sécuritaire? Après les événements de Tampa, donc le ministre de l'Intérieur, qui d'ailleurs depuis le début de la campagne avait l'obligation de mettre en place des équipes de sécurité pour chaque candidat, ne l'a jamais fait. Et c'est permis de se rattraper. Donc il nous a appelé nous-mêmes en personne pour dire qu'il va s'occuper de la sécurité du candidat. Donc nous, en bon républicain, nous l'avons carrément accepté. Donc actuellement, nous sommes avec une équipe spéciale de la gendarmerie qui nous accompagne depuis ce jour-là. Il y en a qui l'ont refusé. Ousmane Sonko, par exemple, l'a refusé. Bon, les autres candidats, nous ne savons pas où est-ce que ça en est. Mais nous, quand même, nous avons accepté cette équipe de sécurité. Votre candidat Issa Sall est l'un des candidats qui part singleton à cette présidentielle et pas en coalition. Quelles sont les chances qu'il a selon vous? Il a pratiquement toutes les chances de remporter cette présidentielle, puisque l'analyse que nous on a faite au niveau du paysage politique sénégalais, la vraie alliance, c'est le peuple sénégalais. Il a décidé de parler au peuple sénégalais, puisque, in fine, c'est le peuple qui va choisir le président. Il n'a jamais voulu accepter d'être l'otage de qui que ce soit, et là nous avons bon espoir de remporter cette présidentielle. Alors vous avez bon espoir de remporter cette présidentielle, mais aux législatives de 2017, Issa Sall a obtenu 3 députés à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai qu'au niveau du parrainage, Issa Sall est le premier. Mais avec 3 députés à l'Assemblée, c'est déjà une expérience. Vous pensez pouvoir remporter cette présidentielle? Mais absolument, parce que là le baromètre qu'on a, le parti qui était, nous on était parti avec 4 autres coalitions. On a eu le meilleur parrainage, le meilleur taux de rejet. Nous avons compris qu'en réalité, le vrai interlocuteur, c'est le peuple sénégalais. Ce ne sont pas ces coalitions qui sont en train de tromper les gens, non. Le peuple, c'est au peuple qu'on doit parler et je pense que la stratégie est bonne et ça paye. Actuellement, on voit les foules contraintes, les gens sont en train d'adhérer au parti. Et ce qu'il nous faut, c'est un dirigeant qui est sérieux, qui est compétent et qui dit la vérité au peuple. En République démocratique du Congo, le nouveau président et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration du patrimoine familial. Il en est de même pour l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. En République démocratique du Congo, il ne reste plus que quelques jours au nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi, et à l'ancien président Joseph Kabila pour déclarer leur patrimoine familial. Ces 2 personnalités ont jusqu'au 24 février pour s'y plier. Ces derniers jours, plusieurs voix se sont élevées pour leur rappeler cette obligation constitutionnelle. C'est notamment le cas du professeur Jean-Louis Essambo Kangassé, qui était encore juge à la Cour constitutionnelle en 2018. Il a décidé de sortir de sa réserve pour rappeler cette disposition constitutionnelle cruciale à ses yeux. La République démocratique du Congo a connu sa première passation pacifique du pouvoir depuis son indépendance le 30 juin 1960, avec la proclamation de Félix Tshisekedi comme vainqueur de la présidentielle, succédant ainsi à Joseph Kabila après 18 ans de pouvoir. Arrestation et incarcération du dirigeant du premier syndicat des professeurs d'université publique en Côte d'Ivoire. Johnson Zamina Kwasi a été arrêté et déféré au parquet d'Abidjan. Des responsables syndicaux dénoncent les faits. La trêve sociale qui règne en Côte d'Ivoire depuis 2017 risque de se fragiliser. Le président de la plateforme qui regroupe une 50aine de syndicats de fonctionnaires s'insurge contre l'arrestation de John Zamina Kwasi. Le secrétaire général et porte-parole de la Coordination nationale des enseignants-chercheurs a été arrêté lundi et écroué à la préfecture de police où il a passé la nuit. Le syndicaliste et un autre camarade ont été déférés mardi au parquet d'Abidjan dans l'attente d'être présentés à un juge. Cette arrestation abusive, à en croire les syndicalistes, suspend une trêve sociale signée en août 2017 entre le gouvernement et les syndicats. La grève des professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, la principale de Côte d'Ivoire, est rentrée lundi dans sa 5e semaine. Outre l'arrestation de 2 enseignants, le conseil de discipline de l'université a exclu 4 enseignants pour des violences perpétrées à la présidence de l'université. 7 autres professeurs ont été suspendus de toute activité académique pour 6 à 12 mois. Cette grève, qui touche également les enseignants des écoles primaires et secondaires, paralyse tout le système éducatif du pays.
Libération du préfet de la localité malienne de Tenankou, enlevé en mai 2018 par des djihadistes présumés. Dans le même temps, 4 civils également détenus dans cette région ont été tués. Reportage. L'action de la sécurité de l'État, plus précisément service de renseignement malien, a semble-t-il porté des fruits. Le préfet Makandombia de Tenankou, au centre du Mali, enlevé le 8 mai 2018 dans la région de Mopti, a été libéré. D'après une source de sécurité malienne, sous le couvert de l'anonymat, il se trouve depuis lundi à Bamako en soins intensifs. Toutefois, la source d'information a catégoriquement refusé de confirmer ou d'infirmer les informations selon lesquelles cette libération aurait été obtenue lors d'un échange de prisonniers. Par ailleurs, à Togéré Koumbé, toujours dans le cercle de Tenankou, dans la région de Mopti, 4 otages de djihadistes présumés ont récemment été tués, selon une source de sécurité malienne et l'association de défense des droits des populations pastorales, Kissal. L'association a annoncé lundi soir avoir appris que des présumés djihadistes ont exécuté 4 bozos qu'ils détenaient à l'entrée du village de Togéré Koumbé. Depuis 2015, ces attaques se sont étendues au centre et au sud du Mali et le phénomène déborde sur les pays voisins, en particulier le Burkina Faso, le Niger, se mêlant très souvent à des conflits intercommunautaires. Passons à présent à la revue de presse Afrique. Nouveau numéro de la revue de presse Afrique sur Sika TV. Bonjour et bienvenue. Les destinations du jour sont le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal. Et parlant justement de l'actualité au Sénégal, campagne de proximité sur fond de sprint final, Dakar à l'heure du porte-à-porte, écrit en manchette Le Témoin quotidien. Vox Populi nous apprend que Sonko a lâché une bombe sur Macky lors de meeting. Présidentielle 2019, la société civile sur le retrait total de l'exécutif. Du Conseil supérieur de la magistrature, Sud Quotidien nous fait savoir que Macky s'oppose et l'opposition valide. Situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, le sursaut nous informe de la mise en garde d'un guide religieux. Le Jour Plus, lui, nous apprend que l'Espagne et la Côte d'Ivoire s'unissent dans la lutte contre le terrorisme. Fraternité Matin nous fait savoir qu'après un séjour en Éthiopie et en France, Ouattara regagne Abidjan aujourd'hui. Grève des enseignants, on reste avec Fraternité Matin qui nous apprend que 2 plateformes syndicales suspendent leur participation des discussions avec la tutelle. Direction le Burkina Faso, où l'Express du Faso révèle qu'un affrontement a fait des dégâts et des blessés à Karangossa Sambla. Insécurité à Ouagadougou, 7 délinquants dont un militaire radié en 2011 dans les mailles de la police, peut-on lire à la une du journal Le Quotidien. Autre escale, le Cameroun. Ouest Echo se demande si Paul Biya est le problème dans la crise anglophone. Processus électoral, Cameroun Tribune informe qu'il y a des mouvements au sein des partis politiques. Puis au Togo, le quotidien TM Togo Matin informe ses lecteurs de la sortie d'un livre qui retrace et immortalise le mandat de Faure Gnassingbé. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique de ce 20 février 2019. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Ce sera également tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.